En plein cœur de la guerre de la drogue, une femme a réussi à se hisser au sommet d'un empire que l'on pensait réservé aux hommes. On l'a appelée la Reine du Pacifique. Comment une héritière des vieux cartels est-elle devenue le visage le plus controversé du narcotrafic mexicain? Sur la côte pacifique du Mexique, dans la lumière blanche des années 1970, les vagues frappent la pierre comme des tambours de guerre. Le vent apporte des rumeurs. Il porte l'odeur du sel, de la rouille des cargos, du gasoil brûlé et déjà celle, plus âcre, de la peur. Car sur ces routes maritimes, des ombres commencent à se lever. Des hommes d'abord, des clans entiers, qui découvrent que la mer n'est plus seulement nourricière. Elle devient passage, elle devient promesse, elle devient crime. Au nord, par-delà la frontière, les États-Unis demandent. Ils demandent sans cesse plus de poudre, plus d'herbes roulées, plus d'aiguilles et de fumée. Au sud, des paysans mexicains brûlent la terre, sèment la marijuana, griffent les montagnes de pavots rouges et blancs et vendent leur sueur à ceux qui savent ouvrir les routes. La DEA observe, compte, dresse des cartes. Le Department of Justice inscrit des chiffres et des noms. Mais dans les champs de Sinaloa, de Jalisco, du Michoacán, d'autres mains écrivent une histoire sans papier ni sceau. Une histoire de sang. Les années 1970 avancent. Les camions remontent vers la frontière, les avions légers coupent la nuit d'un bruit sec d'hélices. La marijuana mexicaine passe au-delà des grillages. L'héroïne suit, cachée dans des pneus, dans des réservoirs, dans des corps. Chaque saisie notée par les agents américains n'est que l'écume. En dessous, un courant plus profond se forme. Ils cherchent une forme, un visage, une bannière. Dans l'ouest du Mexique, les organisations se regroupent, se serrent, se trahissent, se marient. De Sinaloa aux collines de Jalisco, des familles entières se lient dans le silence des veillées. Ce qui n'est encore qu'un entrelac de bandes, bientôt, portera un nom. Plus tard, les rapports de la DEA, les dossiers du gouvernement mexicain l'annoncent, cartel de Sinaloa. La côte pacifique s'ouvre comme une plaie. Les ports de Colima, du Michoacán, de Jalisco, de Sinaloa deviennent des portes. Manzanillo, Lázaro Cárdenas, des noms de villes prennent le poids de citadelles. Les corridors terrestres se dessinent entre montagnes et ravins. Les routes maritimes se tracent sur les cartes de l'ONU et de la DEA, comme des veines bleues chargées de poison. À partir des années 1980, un autre fleuve rejoint le premier. De plus loin, du sud, monte la cocaïne sud-américaine. La Colombie expédie, le Mexique reçoit, redistribue, encaisse. La mer, qui reflète le soleil comme un bouclier, cache sous sa surface les containers, les cales, les paquets qui filent vers le nord. C'est dans ce monde qui s'ouvre et se pervertit qu'une enfant naît, en 1960, à Tijuana, en Basse-Californie. Elle respire l'air lourd de poussière, d'essence et de frontières. Son nom est simple, encore presque transparent. Sandra Avila Beltrán. Tijuana, ville de bruits et d'échanges, ville au bord de l'abîme américain, l'accueille. Elle grandit entre les néons des bars, les camions qui patientent devant les postes de contrôle, les cris des vendeurs ambulants. Les journaux ne parlent pas encore d'elle, mais déjà, sa lignée la précède comme une ombre. Car son sang n'est pas celui d'une enfant anonyme. Il porte les traces d'hommes que l'histoire criminelle du Mexique nomme et redoute. Sur sa branche maternelle s'inscrit un nom qui pèse, Miguel Ángel Félix Gallardo. Il est son oncle. Dans la presse, dans les bocas des policiers, dans les rapports officiels, il devient le parrain de Guadalajara, l'un des fondateurs de ce cartel qui, avant Sinaloa,
structure le chaos. Dans les années 1980, il rejoint les légendes noires. Quand l'agent de la DEA Enrique Kiki Camarena est enlevé, torturé, assassiné, les dossiers judiciaires mexicains et américains le désignent. En 1989, il tombe, arrêté, montré au pays comme un trophée destiné à apaiser la fureur des États-Unis. Mais sa chute laisse derrière lui un réseau éclaté et une famille marquée. Autour de Sandra, d'autres noms circulent. Des cousins, des alliés, des hommes de Sinaloa que la presse, El Universal, Proceso, Televisa, lie au clan de trafiquants. Elle grandit dans un monde où les oncles s'effacent parfois pendant des mois, où les maisons se déplacent d'une ville à l'autre, de Tijuana aux zones de forte activité de trafic plus au sud. Son enfance chemine entre les rues saturées de la frontière et les routes poussiéreuses du nord-ouest mexicain. Elle voit les pick-up chargés qui partent à l'aube, les valises plus lourdes au retour, les conversations qui s'interrompent dès qu'elle entre dans la pièce. La pauvreté brute des villages et la richesse soudaine de certains voisins dressent devant ses yeux d'adolescente la frontière la plus violente, celle entre ceux qui prennent le risque et ceux qui le payent. Au milieu de ce tumulte, Sandra avance dans la vie. Les biographies journalistiques, bâties sur les dossiers policiers et judiciaires, la décrivent passant de Tijuana vers d'autres villes du nord-ouest, là où les trafics bouillonnent sous la surface. Elle apprend tôt que la discrétion est une armure, que les sourires peuvent cacher des armes, que les salons où l'on sert du whisky importé dans des verres cristallins sont parfois plus dangereux que les ruelles sombres. Les liens de sang lui ouvrent des portes que d'autres n'osent même pas regarder. Des trafiquants de Sinaloa la côtoient. Elle observe. Elle comprend les gestes, les codes, les regards qui signent un accord plus sûrement qu'un contrat. Les années 1990 approchent. Dans les dossiers de la PGR, le parquet général du Mexique, le nom de Sandra apparaît d'abord en marge. Elle ne fait pas la une, ne figure pas en tête de liste. Son nom est noté en contexte de surveillance, d'investigation autour de membres de sa famille, de proches. Il flotte à la périphérie des plans d'opération, comme un écho. Pas encore de poursuite formelle, pas d'acte d'accusation directe. Mais déjà, son existence pénètre les fiches des enquêteurs. Les fils invisibles se tendent. Dans le même temps, les rapports de la DEA et de la PGR, repris par la presse, la soupçonnent d'un rôle plus précis. Ils la dessinent comme intermédiaire entre la Colombie, qui produit et expédie la cocaïne, et les organisations mexicaines associées au cartel de Sinaloa, qui réceptionnent, stockent, acheminent. À partir des années 1990, son nom se lie à ces échanges transnationaux. Aucune date exacte du premier passage, du premier accord. Rien de net dans les documents publics. Mais l'idée s'installe. Elle parle aux Colombiens. Elle comprend la langue des cargaisons, des prix à la tonne, des pourcentages et des retours. Dans les actes d'accusation qui viendront plus tard, on lui prête un rôle de coordinatrice logistique. Elle n'est pas celle qui tient l'arme dans la rue. Elle n'est souvent pas sur les quais. Elle serait plutôt celle qui relie les portails. Cargaison qui voyage depuis la Colombie jusqu'au port mexicain du Pacifique. Cargaison qui, ensuite, remonte vers les États-Unis. Ce rôle justifie, a posteriori, le titre qui la poursuit, Reine du Pacifique. Car c'est bien la mer, ses ports, ses routes, qui seraient au cœur de ses affaires. En parallèle, le monde institutionnel se resserre. Dans les années 1990 et 2000, Mexique et États-Unis intensifient leur coopération. Les accords bilatéraux se multiplient, les programmes conjoints se mettent en place. Plus tard,
En 2007, l'initiative Mérida donnera un nom visible à cette alliance. Mais déjà, avant elle, les deux États échangent d'informations, agents, technologies. La DEA renforce sa présence au Mexique. Elle mène des opérations conjointes avec la PGR, avec la Policía fédérale. La côte pacifique, avec ses flux de cocaïne en hausse, devient un théâtre prioritaire. La violence monte. À la charnière des années 2000, les affrontements entre cartels se déchirent au grand jour. Les ONG, les autorités, les organismes internationaux documentent les corps dans les fossés, les fusillades, les enlèvements. Les journaux affichent chaque matin la comptabilité macabre. Le gouvernement mexicain, face à cette tempête, choisit de montrer sa force. Il veut frapper les figures de haut niveau, donner des noms, des visages à ses victoires. Dans ce contexte, l'ombre de Sandra se détache davantage. Une femme, dans un monde de chefs masculins, attire les regards. Au cœur de ces flux, les autorités identifient des cellules de coordination logistique. Des groupes chargés de la réception, du stockage, du transfert. Des hommes qui ne portent pas d'uniforme, mais qui commandent aux routes, aux camions, aux bateaux. Les dossiers mentionnent ces réseaux comme des rouages indispensables. C'est dans cet espace précis que se place, plus tard, le rôle attribué à Sandra Ávila Beltrán et à ses associés. Elle n'est pas un soldat, mais une clé. Si ses liens familiaux la mettent au centre de la tradition narco, ses connexions internationales la placent au croisement des courants. Alors, lentement, une image publique naît. Au début des années 2000, la presse mexicaine commence à prononcer un surnom, la Reina del Pacífico. Reforma, El Universal et d'autres journaux l'emploient à la suite d'enquêtes policières sur des réseaux de cocaïne. Le titre séduit les rédacteurs, marque les esprits. Il mélange mystère, pouvoir, féminité. Dans un univers saturé de capots masculins, la présence d'une reine crée un contraste brutal. L'opinion s'accroche à ce mot comme à un mythe naissant. En 2007, lorsque vient l'arrestation, ce surnom n'est plus seulement une invention de journalistes. Les autorités elles-mêmes, dans leur communication publique, l'utilisent. La PGR, la Policía fédérale, le ministère de la Sécurité publique mexicain l'emploie devant les caméras. Les mugshots, les photographies officielles, les vidéos de présentation publique montrent une femme menottée, cheveux tirés, visage net. Les reportages télévisés s'emparent du paradoxe. Une femme occupant, selon les dires des autorités, un rôle de haut niveau dans un réseau transnational de trafic de cocaïne. La rareté statistique des femmes à ces postes est relevée dans des études académiques, dans les analyses de l'UNODC sur le crime organisé en Amérique latine. C'est une anomalie. Et les anomalies fascinent. Pourtant, derrière l'image glamour collée par certains médias, derrière les titres spectaculaires, la qualification pénale reste froide, dépouillée. Trafic de drogue, association de malfaiteurs, blanchiment d'argent. Les actes d'accusation, eux, n'emploient ni couronne ni royaume. Ils décrivent des flux, des comptes, des communications imperceptées. Mais ce décalage nourrit la tension. Entre la reine médiatique et l'accusé juridique, un gouffre s'ouvre. C'est dans ce gouffre que se construit, peu à peu, une affaire symbolique, idéale pour un Mexique qui veut prouver au monde et aux États-Unis qu'il sait frapper fort. Dans cette trame déjà complexe, un autre personnage s'avance. Il vient du sud, de cette Colombie d'où partent les cargaisons blanches. Son nom complet résonne dans les dossiers. Juan Diego Espinosa Ramirez. Les autorités le surnomment El Tigre. Il est ressortissant colombien, identifié comme membre ou associé du cartel del Norte del Valle. Ce cartel qui, dans les années 1990-2000,
contrôle une grande part du trafic de cocaïne vers le Mexique et les États-Unis. Les dossiers judiciaires colombiens, mexicains, américains l'alignent parmi les hommes de la poudre et du sang. Les services mexicains et américains ne tardent pas à tisser son nom à celui de Sandra Ávila Beltrán. Ils le présentent comme son partenaire sentimental, son associé criminel. Ce lien intime devient le cœur dramatique de l'affaire. Car à travers ce couple, ce sont deux mondes qui se rejoignent. Les réseaux colombiens, producteurs et expéditeurs, et les réseaux mexicains, transporteurs, distributeurs vers le nord. La dimension transnationale du trafic s'incarne d'un coup. Les actes d'accusation américains sur le cartel del Norte del Valle mentionnent déjà ces connexions, ces alliances de l'ombre entre Colombie et Mexique. Désormais, la reine du Pacifique et El Tigre offrent des visages à ce pacte criminel. Sur les cartes secrètes des agences, des flèches partent des laboratoires cachés dans les forêts colombiennes, traversent la mer Caraïbe ou contournent le continent par le sud, remontent le Pacifique jusqu'au port mexicain. De là, les routes terrestres montent vers la frontière américaine. Au carrefour de ces lignes, les cellules de coordination logistique s'agitent. Et parmi elles, les autorités placent cette femme à la lignée lourde, à la présence médiatique flamboyante. Une femme dans un système d'hommes. Une exception que l'on désigne, que l'on isole, que l'on expose. Alors la tension se noue. Sur la côte, les cargos accostent encore. Dans les montagnes, les champs continuent de fleurir de pavots. Les rapports de la DEA et de l'UNODC n'en finissent plus de compter les tonnes. Mais dans les bureaux des enquêteurs, un nom ressort, cerclé d'un trait plus épais. À la croisée des flux de cocaïne, entre Colombiens et Mexicains, entre ports et frontières, une silhouette féminine se dresse. L'État mexicain, pressé par la violence interne et par l'exigence des États-Unis, cherche une cible forte, un symbole, un visage à montrer au monde. Jusqu'où va vraiment le pouvoir de cette femme, dans le royaume obscur du Pacifique? Et jusqu'où l'État est-il prêt à aller pour la faire tomber?